tout le monde et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes samedi soir. C'est jamais que j'ouvre un vlog un samedi soir. Là je suis en train de faire le Read With Me avec Séverine. Je vais d'ailleurs baisser un tout petit peu la luminosité. Parce que en plus j'ai réussi avec Séverine à terminer Lady Elisabeth, donc je voulais quand même vous en parler un petit peu, et à commencer Et avec votre esprit. Et en plus j'ai oublié d'aller à la boîte aux lettres ce matin, donc j'y suis allée ce soir et en fait j'ai un gros colis de chez Pocket. Je ne sais pas pourquoi, donc je vais l'ouvrir avec vous. Alors déjà, Lady Elisabeth était une bonne lecture, agréable, enrichissante parce que j'ai appris pas mal de choses. Néanmoins, la fin était très longue. Ça tirait vraiment en longueur, donc j'avais un petit peu marre, j'avoue. J'avais hâte de la fin et je veux en savoir plus. Et il y a une abonnée qui m'a dit « mais c'est un tome 1 ». What? Et le deuxième tome, en fait, c'est sur la suite, en fait, sur le règne d'Elisabeth. Parce que là, en fait, elle accède au trône à la fin du tome 1. Et du coup, bah, voilà, je veux en savoir plus. Donc, en tout cas, c'était une bonne lecture, vraiment. Mais plutôt irrégulière. Autant quand on passe les femmes de Henri, c'est hyper bref. Autant la fin était vraiment longue. Donc, voilà, je le recommanderais pas à tout le monde. On passe un très bon moment, on apprend des choses. Mais il ne faut pas s'attendre à un truc hyper haletant et tout. Voilà, c'est bien, j'ai bien aimé. J'ai donc commencé Et avec votre esprit de Alexis Leipzger. Et j'adore. J'ai lu 3 chapitres, j'ai lu 32 pages, mais j'adore le ton donné. J'adore l'humour au chapitre 2. La dernière phrase est juste géniale. Bon, vu que c'est le chapitre 2, je peux peut-être vous la lire même. J'ai pas mis post-it, j'aurais pu. En fait, il y a un homme qui est assassiné. Et les coups ont provoqué un éclatement de la calotte crânienne. C'est assez spectaculaire comme vous pouvez le constater. Mais le plus étonnant, c'est que la victime n'a plus de cerveau. Et nous ne l'avons pas retrouvée sur les lieux. Je vous demande pardon? Il semblerait que le meurtrier l'ait volé. Comment on vole un cerveau? Donc je pense qu'il va y avoir quelque chose de très scientifique et de très neurologique là-dedans. Et j'aime bien parce qu'il y a des probabilités. Je ne suis pas du tout scientifique, mais j'aime bien lire des trucs comme ça. Pas trop poussé quand même, hein, parce que je suis littéraire. Mais en tout cas, j'aime bien le temps jusqu'au début. Et du coup, Pocket. J'attends rien puisque j'ai reçu Le Magicien d'Auschwitz. Et je soupçonne un partenariat avec une autre maison d'édition pour un grand format et une sortie parallèle en poche. Wow, David Eddings, Le Chevalier de Rubis, tome 2, la trilogie des joyaux. Ils m'ont envoyé toute la trilogie. Il est magnifique. Il est très beau en rouge comme ça. Mais non. Oh, mais si. Le trône de diamant. C'est le tome 1, mais c'est génial. Et le tome 3. La rose de saphir, mais magnifique. Mais magnifique. Regardez-moi ces beautés. Mais c'est superbe. Mais c'est de la SF? Ah non, c'est de la fantaisie. David Eddings. Ça me dit quelque chose. J'ai dû recevoir un intégral aussi de lui. Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Oh, il y a une carte au début. On dirait un peu du Tolkien. Vous savez? Oh là là. Mais trop bien. Qu'est-ce qu'il a écrit le monsieur? Ah voilà, La Belgariade, c'est ça. J'avais reçu l'intégrale de La Belgariade, que j'ai toujours d'ailleurs. Et waouh, mais waouh. Tome 1. Émouchet, le chevalier Pendion, est de retour en Hélénie après 10 ans d'exil, prêt à reprendre sa place de champion de la reine Hélène. Mais cette dernière est frappée par un mal mystérieux et Séphrénia, la vieille sorcière styrique, n'a pu que retarder l'échéance. Assise sur son trône, enchâssée dans un bloc de cristal, la jeune reine est mourante. À peine revenu, le valeureux Émouchet doit aussitôt repartir et se mettre en quête de remède, en compagnie de Séphrénia et de la petite Flûte aux étranges pouvoirs. Mais c'est trop chou. Enfin, c'est chou, j'aime bien les prénoms. Flûte et Émouchet, c'est trop bien. Bah écoutez, trop bien, merci beaucoup Pocket. C'est énorme. Magnifique. Bon, la lumière n'est pas ouf, parce qu'il est un petit peu 21h35, mais trop bien. La fantaisie. Bon, ils sont gros, hein. Ils font 580 pages chacun. Le tome 1 en tout cas. Le tome 2 est encore plus gros, je dirais 700.
760. Et le tome, non, le tome 2, 760 et le tome 3, non, le tome 2, 512 et le tome 3, 760. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Pocket. Est-ce que vous connaissez David Eddings? Moi pas du tout, enfin à part la Belle Gariade, mais sinon non, voilà. Écoutez, merci beaucoup Pocket. Alors je retourne à Alexis Leibsker. J'ai dû être dyslexique, je pense. Je crois que j'ai été dyslexique quand j'étais petite. Je disais un ça et un sien pour un chat et un chien. Et je me rappelle avoir pris des leçons d'orthophonie. Et je crois que c'est pas complètement résolu, surtout à 21h30. Et donc je retourne à Et avec votre esprit. Et je vous reprends peut-être demain, je suis même pas sûre, parce que j'aurai vraiment pas beaucoup de temps demain, si je l'ai avancé. Et de toute façon lundi, mais là c'est une ouverture de vlog un peu particulière, je vous l'ai vu. Mais je voulais quand même vous parler de Lady Elisabeth et du début de ma lecture de Et avec votre esprit. Nous sommes dimanche soir et je viens vous parler un tout petit peu. Vous voyez un plan de mon salon un peu élargi. Tracteur de mon fils, un morceau de ventilateur. Et avec votre esprit de Alexis Leibsker. Est-ce que je vais réussir à le dire cette semaine? Je ne sais pas. Je vous ai mis là parce qu'en fait j'ai mon téléphone qui charge. Donc c'est le seul endroit où il peut charger correctement. J'ai vraiment plus de batterie. Donc je suis presque à la moitié. Je l'ai commencé hier. C'est trop bien. Je suis page 208 et il se lit extrêmement bien. C'est un thriller passionnant, un peu scientifique, mais dans le sens, il y a des kidnappings de scientifiques, donc on essaie de comprendre pourquoi en fait. Il y a un meurtre au début, avec donc un cerveau qui est enlevé, qui est volé, et il va y avoir d'autres enlèvements comme ça, de scientifiques, voire prix Nobel, et donc la police va essayer de se pencher un petit peu plus sur la question scientifique justement de l'affaire, et les liens qu'il peut y avoir entre eux, alors qu'il y a aucun lien, donc ils pataugent un petit peu dans la semoule. J'adore, vraiment j'adore, parce que on les sent un petit peu galérer en fait. Et c'est bien parce qu'ils restent humains, donc c'est assez intéressant. Je pense à une piste, mais une piste que j'ai déjà vue dans un livre, je ne vous dirai pas lequel pour ceux qui l'ont lu, mais une piste que j'ai déjà vue dans un livre qui est une piste, voilà, comme ça, scientifique ou humaine dans le sens humain, humanité, tout ça, bref. On va voir, mais en tout cas apparemment il y a un sacré retournement de situation à la fin, donc j'en attends beaucoup. Je vais lire encore un peu demain et mardi, et normalement je l'aurai fini mardi, parce qu'à cette allure-là, 200 pages en une journée, je pense qu'il y a possibilité de le dégommer dans pas très longtemps. Il se lit très très bien, il est... les chapitres sont pas forcément très courts, mais ils sont bien dosés, les dialogues sont vifs, il y a de l'action, il y a des rebondissements, voilà, ça fuse, c'est vraiment le thriller que j'aime, le rythme de thriller que j'aime, donc c'est très agréable. Voilà, et bien écoutez, c'est tout ce que je vais vous dire pour ce soir. Je vais retourner lire un petit peu en attendant mon conjoint, et demain, demain c'est lundi, donc demain je peux prendre les transports, demain matin, donc je vais pouvoir lire un peu, et demain soir et mardi soir, je prends la voiture et je vais finir l'américaine. Et après, j'écouterai plein de podcasts que j'ai téléchargés et que j'ai pas eu le temps d'écouter. Donc là, ce sera enfin l'occasion. C'est le retour du Blablacar. Vous avez bien aimé la semaine dernière dans mon vlog que je vous parle un petit peu comme ça en voiture. Je suis toujours dans les bouchons, cette fois-ci sur la 86. Et j'en ai pour un petit moment encore avant d'aller bosser. J'ai des répétitions ce soir. Donc je vais en profiter pour vous faire un petit update lecture, puisque j'ai terminé Et avec votre esprit de Alexis Leibsker chez Pocket, qui a été une bonne lecture. J'ai beaucoup aimé les dialogues, vraiment il y avait des dialogues mais terribles, vraiment parfaits. Le côté cynique poker bluffant de l'auteur a été bien utilisé, je trouve, donc ça c'était top. Il y avait même un petit côté Norek par moment au niveau des dialogues et des répliques, en fait, c'était très intéressant. Les chapitres sont pas si longs mais pas si courts, ils sont assez inégaux finalement, mais bon c'était pas très grave. Et puis l'histoire est intéressante, une histoire un peu scientifique avec un scientifique prix Nobel qui est retrouvé mort, 4 scientifiques très très haut placés qui n'ont potentiellement rien en commun, qui ont été enlevés et qui ne se rappellent de rien pendant une semaine. Oui, vous êtes un petit peu comme ça, hein, ça bouge. Donc voilà, intéressant, très abordable pour du scientifique, donc moi ça m'a plu. Mais la fin m'a un peu déçue. Voilà, ça m'a fait penser à un autre thriller que j'avais adoré et la fin m'avait bluffé. Et là, c'est un peu retombé, j'avoue. Donc
c'est une petite déception. Globalement, c'était bien, mais je me posais la question, qu'est-ce qui est mieux entre lire un bon bouquin, mais être déçu par la fin, ou lire un bouquin bof, mais avoir une fin de dingue. Et je crois que je préfère les fins de dingue en fait. mais voilà, c'était quand même un bon bouquin, c'était un bon thriller, c'est bien mené, c'est bien ficelé, bien expliqué. Mais la fin, pouf, ah bon. Et quand il y a eu la révélation, à une 40aine de pages de la fin, je me dis ok. Et il y a un autre truc qui va se passer. Allez. Et puis le dernier chapitre, allez, bah non. Bon, voilà. Pouf, voilà. Après ça, j'ai commencé Omerta de R.J. Ellory et j'aime beaucoup la manière dont c'est écrit. Je retrouve la plume de R.J. Ellory que j'aime beaucoup, qui est très sombre, très noire et au présent, très intéressante au niveau de l'écriture, alors au niveau de la traduction aussi pour le coup. Donc je me suis mis ça en lecture jusqu'à dimanche, non jusqu'à samedi inclus. En sachant que je vais avoir des horaires de lecture très irréguliers parce que répétition, spectacle et compagnie. Et du coup, bah, ça va être un petit peu compliqué. Mais je pense qu'il fait 450 pages, je crois. Et je pense que là, je le lirai en rentrant un petit peu. Donc mardi, un peu, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Non, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ouais. En 5 jours, 450 pages, ça peut le faire. En sachant que jeudi, je prends les transports. Vendredi, je fais quoi ? Oui, j'ai des trucs le soir, mais dans la journée, j'ai rien, donc je peux peut-être lire à la maison. Mais voilà, ça peut le faire. C'est une histoire de mafia. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle John Hawker, je crois, Harper peut-être, qui apprend que son père, qui croyait mort, est vivant en fait. Parce que son père, le premier chapitre, reçoit une balle et il se fait violemment agresser. Et en fait, il est transporté à l'hôpital et on le croit mort. Et en fait, il est vivant. Mais son fils n'était pas au courant qu'il était vivant. Il pensait vraiment qu'il était déjà mort en fait depuis un moment. Et donc voilà, je suis vraiment au tout début, je suis au chapitre 2, mais j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais prendre des notes par contre pour les personnages, parce que j'ai l'impression déjà que il va falloir que j'en retienne pas mal. Et si c'est pas un problème, je prendrai des notes. Donc voilà, j'ai aussi presque fini l'américaine là. Il me reste, je pense, ralentissement, retard de 15 minutes. Ouais, ça m'arrange pas ça, dis donc. Je finis l'américaine, il me reste 1 heure, 1h30 je pense. Je le finirai soit ce soir, soit en fin de semaine, je reprends la voiture de toute façon. Et c'est une bonne lecture, c'est agréable, c'est intéressant. Ça me donne envie de lire les chroniques de San Francisco. Pour ceux qui connaissent, peut-être que vous trouverez un lien avec un personnage. Et voilà, ça détrônera pas du tout le premier, que j'ai vraiment beaucoup adoré. Mais le 2 est un petit peu en dessous, effectivement. Du coup, j'attends de voir le dénouement du 2 pour savoir où se passera le 3 et si je lis le 3. Parce que je sais pas, en fait, si je m'arrête au 2 ou si je continue. Peut-être que je l'écouterai en audio. Après, je l'ai pas le 3, donc je vais pas l'acheter si je le veux moyen et que je le veux en audio, quoi. Donc, à voir. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois. Donc, ma foi, je vais peut-être arrêter là. Demain, je ne pourrai pas vraiment vous parler parce qu'on est à la maison tous les trois toute la journée. Donc, ça risque d'être très compliqué, sauf si j'ai quelque chose dans la boîte aux lettres. Est-ce que j'attends quelque chose dans la boîte aux lettres? Peut-être, mais ça va peut-être pas arriver demain. Donc, je ne sais pas. Ça sera jeudi, sinon, que je vous parlerai. Et comme ça, ce qui sera bien, c'est que j'aurai probablement fini l'américaine et bien avancé au Omerta. Donc, j'aurai peut-être des choses à vous raconter. Voilà. Nous sommes jeudi après-midi et je prends un peu de temps pour vous parler de pas mal de choses. La première chose, c'est que j'ai fini l'américaine de Catherine Bardon, qui est donc le tome 2 de la saga des Déracinés. Et je vais m'arrêter là dans cette saga parce que c'était bien, mais je pense qu'en papier, encore une fois, je me serais sûrement ennuyée, j'aurais trouvé des longueurs. La fin est bien et ça me suffit. Voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus. J'ai plus envie de suivre cette famille parce que c'était vraiment Alma et Willem qui m'avaient subjuguée. Et Ruth, malgré son caractère, son tempérament très affirmé et sa recherche de soi qui est très intéressante, ne m'a pas convaincue. Voilà, j'ai passé un bon moment, mais je suis contente de l'avoir écouté parce que je pense qu'en papier, j'aurais pas passé un si bon moment que ça. Mais je vais pas tenter le diable, je vais m'arrêter là, je vais pas prendre le 3. J'ai le 4 dans ma palle, peut-être que je le passerai à une copine. Mais voilà, je vais m'arrêter là, sans aucun regret. Vraiment, Les Déracinés, le tome 1 était un immense coup de cœur, et c'est tant mieux, mais
Voilà, c'est bien. En audio, je me suis dit, là il me reste concrètement ce soir, ah bah non pas demain du coup, samedi et dimanche, 2 voitures. Donc en gros là, je vais avoir 3 heures de voiture à peu près. Entre 3h30, 4h peut-être max. Et puis après je ne prends plus la voiture. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'avais 2 crédits audio parce que j'en ai pas pris depuis un petit moment. Et en fait, j'ai pensé à Tatiana de René qui a écrit Territoire intime, où elle fait des petites sessions audio de 30 minutes sur la vie de Virginia Woolf, Émile Zola et Daphné du Maurier. Je veux, je veux les 3, bon, Zola, mais je veux les 3. Donc bah, je me le suis pris en audio, il est sur Kobo, et je suis bien contente, ça dure 1h30. Donc je me dis, tout top, parfait, très bien. Et tout à l'heure, je regarde ma palle, parce que ça me rend peu j'arrive, et que je voulais savoir un petit peu où j'en étais, ce que j'achetais, tout ça, tout ça. Et je vois que ma reine, de Jean-Baptiste Andrea, que j'avais eu grâce à l'Iconoclaste, est en audio, aussi sur Kobo. Et qui dure 3 heures. Donc j'ai utilisé mon 2e crédit audio pour ma reine, que je vais commencer tout de suite, tout à l'heure, en voiture. Ça va être la première fois que j'écoute un livre, l'Iconoclaste. Si jamais je vois qu'à l'audio, j'ai besoin de lire le papier, il est très possible que je switch sur le papier, parce que j'aime lire les livres de l'Iconoclaste, parce que j'ai toujours aimé, depuis plusieurs années maintenant, les livres de l'Iconoclaste, et j'ai jamais été déçue par cette maison d'édition. J'attends beaucoup de la rentrée littéraire, il y a 3 titres, il y en a un qui me botte vraiment, les 2 autres vraiment moins, mais j'ai toujours été surprise, donc je m'attends à être surprise. Et Des Diables et des Saints avait été un tel immense coup de cœur que j'ai peur en fait de lire autre chose de Jean-Baptiste Andrea. Je crois que c'est Lucie de Alors Jolie qui a lu ma reine et qui a été moins convaincue par la plume, qu'elle trouvait peut-être un peu hautaine. Donc je vais voir, peut-être qu'à l'audio ça passera bien, mais j'ai hâte. Je ne connais rien de ce livre, je vais Provence été 65, Chelles ne va plus à l'école, il est différent, ok. Ok, je sais pas. Ode à la liberté, à l'imaginaire, à la différence. Ok, ça me va. Ça me va. Il est toujours assez espacé, hein. Il doit faire dans les 300 pages. Même pas. Oh là là, oui. 220, mon Dieu. 222, formidable. Donc, soit 3 heures en audio ce soir, parce que ce soir, je vais avoir les bouchons. Aller-retour, je prendrai une bonne partie. Et peut-être que je le finirai en papier. Soit ce soir et samedi, midi. Et soir, tout ça. Voilà, en tout cas celui-là, hop, un de moins dans la palle, un de plus à lire de Jean-Baptiste Andrea, et ça c'est cool. Donc ça c'est pour l'audio. Et du coup Tatiana de René attendra, tant pis pour elle, voilà. En ce qui concerne Omerta, écoutez, je suis à la page 280... Non, j'étais où? Chapitre 30. Un peu plus du chapitre 30. Ah, bon, on va dire 300. Parce qu'en fait, j'ai perdu mon marque-page. Mais voilà. 295, voilà. Donc ça veut dire presque à la moitié. Je l'ai commencé mardi soir. Il est trop bien! Il est trop bien! Les dialogues sont top. Mais les dialogues, il a une force dans le dialogue. C'est incroyable pour retranscrire des dialogues réels, en fait. C'est vraiment... alors, c'est pas cinématographique, mais... je sais pas comment expliquer, c'est très réel, c'est hyper réaliste au niveau des dialogues. Oh, il y a des réflexions trop bien. Et donc nous sommes avec John Harper, je vous avais expliqué un petit peu, qui vient de découvrir que son père, qui pensait être mort depuis qu'il avait l'âge de 2 ans, est finalement en vie, mais avec une balle, donc à l'hôpital entre la vie et la mort. Et en fait, ce mec-là, qui s'appelle... alors il s'appelle Edward Bernstein, appelé Lenny Bernstein, parce qu'en fait, son père est quelqu'un de très important dans la mafia. Mais ça, John n'en a aucune idée. Donc en fait, dès qu'il va rentrer à New York, puisqu'il habite à Miami, il est rappelé par sa tante en disant « Écoute, ramène-toi tout de suite à New York, il y a un truc avec ta famille, il faut vraiment que je te parle, en fait, ça va pas du tout. » Quand il apprend, donc quand il arrive à New York et qu'il apprend que son père est en vie, il dit « Attends, what? Mon père est en vie, mais il est où? Il est à l'hôpital. Ah, d'accord, qu'est-ce qu'il a? Une balle dans la tête. Ah, très bien, ok, parfait. » Donc il est pas très bien en point. Et là arrive Walt. Il a un nom un peu compliqué, Walt. Je sais pas si j'arrive... Walt Freiberg. Et Cathy Hollander, qui arrive, qui se rappelle, enfin, surtout Walt, il se rappelle de lui parce qu'il l'a souvent vu, c'est un petit peu son oncle, en fait, l'oncle Walt, tout ça.
Et il a un peu confiance en lui, John. Il met un petit peu sa confiance dans Walt et dans Cathy par la même occasion, même s'il la connaît pas vraiment, il la trouve très séduisante. Et ils vont prendre John sous son aile en étant très bienveillants avec lui, en lui disant, tu sais, ton père, on le connaît bien, il connaît des gens, donc attention à ce que tu dis quand on fait certaines rencontres, mais sans trop en dire. On sait que derrière sa boucle, il y a plein de gens qui sont aux trousses du mec qui est à l'hôpital, donc du père de John, de Walt. En fait, tout va arriver sur John, et John ne sait rien. Et il va se faire interroger par un inspecteur qui dit, ah vas-y, allez, dis-moi, c'est qui ton père? Allez, dis-le-moi. Mais j'en sais rien, je ne sais pas. Oui, c'est bon. Et puis la Cathy, là, elle est pas nette quand même. Et puis Walt, c'est qui? Comment il te connaît en fait? Et il va être mitraillé par un voile noir de son père qui va lui tomber dessus alors qu'il ne sait rien. Et c'est génial, voilà. C'est du polar noir, c'est même pas du polar, c'est du roman noir, mafieux, à New York, avec des gens qui tirent de sang-froid quand même. Donc il y a un dessin un petit peu, voilà. Mais j'adore quoi, franchement j'adore. Et ça me fait penser à Vendetta. Mais Vendetta, je l'avais écouté, donc c'était une lecture différente pour le coup, mais là je me régale. Alors on m'avait dit, je ne sais plus qui, m'avait dit ça se lit super bien. Ça se lit bien mais il faut quand même être attentif, donc il faut prendre un temps pour rentrer dedans, et puis on a un rythme, et puis après on peut plus lâcher les dialogues. C'est trop bien. Donc je vais le finir ce week-end, je vais en parler à l'auteur à Saint-Maur, je suis trop contente. Je ne sais pas, alors je sais que je vais faire dédicacer Seul le silence, parce que c'était vraiment un coup de cœur. Vendetta aussi, mais je l'ai écouté, donc je ne l'ai pas eu en format papier. Seul le silence, j'ai tourné les pages et tout, il y a un truc un peu symbolique, matériel, tout ça. Et en fait, je me dis, j'aurais bien pris Omerta, sauf que je pense qu'Omerta, je l'aurais fini peut-être samedi. Non, j'aurais pas fini samedi. Ça peut être mon livre en cours. Je peux dire, j'arrive à Saint-Maur, on a droit qu'à 2 livres par personne, d'accord, mais c'est mon livre en cours, j'ai pas envie de le faire dédicacer celui-là. Donc voilà, on verra. Mais j'ai trop hâte de lui parler et je vais sûrement lui en prendre d'autres. J'hésite avec le Carnaval des Ombres et Les Assassins. Il m'avait conseillé, en fait j'avais parlé avec lui, on avait parlé de Seul le silence, et j'avais lu Le jour où Kennedy n'est pas mort, c'était le premier que j'avais lu de lui, après Seul le silence, et je lui ai dit, je veux lire autre chose, et il m'avait conseillé Vendetta. J'ai lu Vendetta, je dis, c'est trop bien, et j'ai voulu autre chose, donc il m'a conseillé soit Le Carnaval des Ombres, soit Les Assassins. Et j'ai pas encore lu, et du coup j'ai eu Omerta, donc j'ai lu d'abord celui-là. Mais donc soit le Carnaval des Ombres, soit Les Assassins. Je vais voir au niveau de la 4e, je vais voir comment il m'en parle. Je vais essayer de pas prendre les deux. Je l'avais pas noté dans mes achats, mais il est très probable que je craque. Donc voilà, en tout cas je passe un super moment, je suis ravie de retrouver sa plume, et c'est très bien traduit, je trouve. Chapeau pour les dialogues, parce que c'est hyper réaliste quoi, franchement. Si vous connaissez pas R.J. Ellory, lisez Seul le silence. Ah oui, Le chant de l'assassin aussi, ça avait l'air trop bien. Oh, trop de choses. Bon, bref. Lisez R.J. Ellory. Et puis, hier, j'étais à un club de lecture, mes petites dissidentes, que je retrouve un peu tous les mois. On parle, ça fait des années qu'on se connaît. Et des fois, on se donne des bouquins, si on veut se débarrasser de bouquins, tout ça. Et là, Hélène m'a donné, promis, je choisis d'être heureuse. Est-ce que vous vous rappelez du tome 1 qui était bleu, qui s'appelait Promis, j'arrête de rêver, je crois. Je ne m'en rappelle plus, c'est pas grave, j'avais passé un super bon moment, j'avais été très prise dans cette histoire avec cette jeune fille qui vit en colocation avec 3 autres, je crois. Et en fait, là, c'est une autre coloc dont on va suivre l'histoire. Et c'était tout frais, tout bien, tout chouette, plutôt bien écrit. Et donc là, c'est l'histoire de Sophie, 29 ans, affublée de 3 colocataires aussi drôles qu'envahissantes et d'une mère croisée avec un dragon, a décidé de faire une croix sur la jante masculine. Elle arrêtait de perdre son temps avec tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une romance. Désormais, elle allait se consacrer uniquement à son métier de fleuriste. Marguerite, tulipe et succulente serait son quotidien, point barre. Mais c'était sans compter la détermination acharnée de sa chère maman, à laquelle ça me fait penser à Meurtre et Pépites de chocolat avec la mère de Anna Svensson. Mais c'était sans compter la détermination acharnée de sa chère maman à la caser par n'importe quel moyen où ce client impossible... Par n'importe quel moyen où ce client impossible bien décidé à envahir son espace vital. Sophie arrivera-t-elle à vivre sa vie comme elle l'entend, sans qu'un séducteur importun ne pointe le bout de son nez prêt à la faire renoncer à ses beaux principes? Voilà, donc c'est un livre auto-édité. De Camille Roy, excusez-moi, ça s'appelle, donc c'est Camille Roy, elle est sur Instagram, ou alors rue Camille, sinon vous pouvez la trouver sur Insta. Et il fait 307 pages, voilà. C'est écrit de haut en bas, pas trop petit, pas trop gros, voilà, mais je suis contente. Et Lucie, une autre copine proposait
La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention. Ce bouquin-là, je veux le lire depuis vraiment longtemps. Depuis que Lemon June en avait parlé il y a bien longtemps, si vous suivez Lemon June, elle avait dû en parler sur Instagram il y a au moins 3 ou 4 ans. Et puis j'ai lu un thriller que j'ai adoré, qui m'a bouleversé, enfin pas bouleversé, qui m'a retourné le cerveau. Est-ce que je peux vous le dire? Oui, je vous le dis. C'est Le Dernier Message de Nicolas Beuglet. Et à la fin, dans les remerciements, il parle de ce bouquin, en fait. Et j'ai fait, mais je sais, mais je veux le lire. Donc c'était encore un signe pour me le faire lire. Et là, voilà, Lucie l'avait. Donc je me dis, c'était évident. Il écrit très gros, il fait 150 pages, donc voilà, je peux le caser un peu n'importe quand. Le poisson rouge qui tourne dans son bocal serait incapable de fixer son attention au-delà de 8 secondes. Et le temps de concentration de la génération des millennials, celle qui a grandi avec les écrans connectés, serait de 9 secondes. Serions-nous devenus des poissons rouges, vidés de notre être, incapables d'attendre ou de réfléchir, reclus dans notre transparence, noyés dans un océan de messages, de sollicitations, d'informations, sous le contrôle des algorithmes et des robots? Les empires économiques ont créé une nouvelle servitude avec une détermination implacable. Au cœur du système et de notre vie quotidienne, un projet caché, l'économie de l'attention. Sans rejeter la civilisation numérique, il est temps de reprendre le contrôle pour la transformer. Et c'est terriblement actuel. Oui, quand on slide comme ça sur Instagram à juste regarder les réels, notre cerveau est occupé et les algorithmes et les internets et les gens qui contrôlent les internets nous font nous occuper notre cerveau pour ne pas le mettre ailleurs, pour ne pas, je sais pas, développer notre cerveau, lire des journaux, j'en sais rien. Mais en tout cas, on est contrôlé par ça. Donc c'est important de s'en détacher. Je suis la première à slider sur Instagram, à regarder des réels et tout ça, mais je suis contente aussi de lire mon bouquin dans le métro. Quand je vois tous les gens autour sur leur téléphone, des fois j'ai mon bouquin et je lève les yeux et je compte le nombre de personnes qui m'entourent et le nombre de personnes qui ont un téléphone. Et des fois, on est dans un carré à 4 dans le métro et on a tous les 4 un bouquin. Et je souris, je suis trop contente. C'est très rare, c'est vraiment très rare. Mais ça arrive, voilà. Et je suis toujours curieuse de regarder un peu les couvertures, savoir ce que les gens lisent, tout ça. La dernière fois, j'en ai parlé aux filles, il y avait une mamie, voilà, je vais faire attention au terme mamie, elle avait 70 ans, bien passé. Elle lisait Dans les brumes de Kaplan d'Olivier Norek, et elle avait l'air passionnée, elle était comme ça avec son bouquin. Et c'était trop bien de voir une femme d'un certain âge, qui n'irait pas forcément vers Olivier Norek, lire du Olivier Norek. Et j'étais trop contente, j'en ai parlé aux filles, et à Angie surtout. Et elle m'a dit que cette femme était parfaite, bien sûr. Mais c'était très drôle de voir cette femme lire Norek. Bref. Donc j'adore voir les gens qui lisent dans le métro, et je suis curieuse de leur demander « Alors c'est bien ce que vous lisez ?» Mais j'ose pas. Donc voilà, la lecture est peut-être plus intéressante que les algorithmes et Instagram, probablement, mais en tout cas j'ai hâte de lire celui-ci parce qu'il me fait très envie. Voilà, est-ce que c'est tout ce que j'avais à vous dire? Probablement, j'ai rien reçu dans la boîte aux lettres, j'ai quelques petites choses à faire avant de repartir chercher mon fils et d'aller en répétition générale ce soir, mais je suis bientôt en vacances. J'ai imprimé mon petit plan de Saint-Maur, enfin mon petit programme de Saint-Maur en poche, voilà, le samedi, c'est le jour violet, le dimanche, c'est le jour jaune. Ça, c'est ce que je ramène à faire dédicacer selon les jours. Et ça, c'est ce que j'achète. Voilà. En sachant que Virginie Grimaldi va probablement être blindée de monde. Donc, si j'y vais pas, c'est pas grave. Je lui ferai juste un coucou de loin. Paul Ivoire, j'irai juste lui faire un coucou aussi. Pour Camus, le duo Camus-Hugues. Ils ont sorti Nos âmes au diable, que je veux lire. Mais c'est un grand format. Et vu que c'est Saint-Maur en poche, je ne sais pas s'ils vont l'avoir. Je pense quand même que oui. Iser Maurice, est-ce que je prends les sœurs d'Auschwitz? Je ne sais pas. Laura Trompette, peut-être 8 battements d'ailes. Mathias Malzieux, à faire dédicacer. Qu'est-ce que je voulais acheter d'autre? Romain Puertolas, peut-être prendre la police des arbres et des fleurs et machin truc. Matou, je lui ai acheté quelque chose. RJ Laurie, du coup, je lui achète quelque chose aussi. Et sinon, sur le papier, ça va. On en reparle lundi, voilà. Donc de toute façon, je vous fais un vlog spécial Saint-Maur en poche avec des plans, des auteurs. Si j'ai la foi, s'il n'y a pas trop de monde, si c'est possible, peut-être que je les ferai parler, les auteurs, j'en sais rien, peut-être pour dire un petit mot. Et puis après, on débriefera bien sûr le week-end de Saint-Maur. Ils annoncent de la flotte toute la journée de samedi. Mais c'est sous des chapiteaux cette année apparemment, donc ça c'est chouette. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. J'ai étendu mon linge, qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Il faut que j'appelle. J'ai 2 trucs à appeler et il faut que je dorme aussi. Je vais peut-être faire une petite sieste, histoire de recharger un tout petit peu les batteries. Voilà, il est 2h moins 10. Et bah écoutez, j'espère que vous ça va. On est jeudi, c'est bientôt le week-end et moi je suis bientôt en vacances. Wouh! Je reprends 2 petites minutes parce que là j'ai commencé à écouter ma reine.
Et en fait, la voix du narrateur me fait penser à Forrest Gump, en fait, clairement. Et je sens qu'on est dans la différence. On est avec un enfant, on ne connaît pas son prénom. Il fait des bêtises, il s'en rend pas trop compte. Et il dit qu'il met le feu et que ses parents lui ont déjà dit qu'il a déjà mis le feu, mais il s'en rappelle pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui va être différent dans l'écriture, enfin pas dans l'écriture, mais ça va être un personnage différent et j'aime beaucoup parce que dans des Diables et des Saints, il y avait aussi une histoire un peu de différence, d'enfance, de passage peut-être à l'adolescence, de naïveté, d'innocence, de beauté de l'innocence et je pense qu'on va être aussi là-dedans. J'ai écouté 9 minutes, hein, clairement, mais voilà, il fallait que je vous le dise parce que j'ai peut-être oublié après de vous le dire, donc comme ça c'est dit. Nous sommes vendredi matin, je suis toujours en pyjama, je vais dire un petit peu. Voilà, je suis en train de tricoter mon châle et je réfléchissais à ce que je pouvais vous dire et je me rappelle que quelqu'un m'avait posé la question sur mes meilleures lectures japonaises. Donc j'ai pris en compte cette question et j'ai fait une petite sélection en fait, de tout ce que j'ai lu en japonais. Alors, je vais tricoter et je vais vous en parler en même temps. Je vous laisse aller voir les résumés des livres dont je parle parce que je ne me rappelle pas de tout, hein, voilà, je lis beaucoup. Et n'hésitez pas si vous avez des questions plus précises sur un des livres. Je suis passionnée du Japon depuis 2007 à peu près, donc ça fait un petit moment. Je suis tombée dans le Japon avec un animé que vous connaissez probablement qui s'appelle Nana. Je sais pas pourquoi, à l'époque, je regardais No Life. Pour ceux qui connaissent No Life, j'étais une grande suiveuse de No Life. J'avais participé à plusieurs choses d'ailleurs sur No Life et c'était une chaîne que j'aimais beaucoup. Ils diffusaient pas d'animé, mais ils diffusaient des clips en fait de musique japonaise, dont des openings, donc des ouvertures d'animé, dont un de Tsushiya Hana qui s'appelait Rose, je crois, et qui était donc l'opening de Nana, l'animé. Nana est à la base un manga de Ai Yazawa, je dirais 2000, hein, 2000 à peu près, début 2000, qui a fait beaucoup de bruit, qui a été très à la mode, qui continue à l'être parce que c'est un classique du manga, du shoujo. Et moi, c'est vraiment une histoire que j'avais adorée. Et j'écoutais récemment un podcast vachement bien, si vous aimez le Japon, qui s'appelle Yamanote, qui parle de la culture manga, culture japonaise avec d'autres parallèles. Et là, il y a un épisode notamment sur le féminisme et le sexisme au Japon. C'est très intéressant. Et donc j'avais écouté ça et ça m'a fait penser à Nana, qui était effectivement le premier animé que j'ai vu. Après, j'ai vu Chobits, après j'ai vu... Oh là là, j'en ai vu plein. Death Note, et puis après je me suis mise au drama japonais, et puis j'ai continué à lire plein de mangas. J'en ai lu vraiment beaucoup, j'en ai encore pas mal dans ma bibliothèque, mais il y en a plein que j'ai enlevés parce que je lisais un peu tout, et puis je gardais pas forcément tout. Je suis retombée dans les mangas il y a 4-5 ans à peu près, et j'ai recommencé à acheter des nouvelles séries manga parce que le renard doré, parce que Mickaël a de très bons conseils et que je suis retombée dans les mangas et que ça me plaît beaucoup. Donc je ne vous ferai pas une liste de tous mes mangas préférés parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je peux vous donner comme ça Je ne suis pas un ange de Ai Yazawa qui est top. Death Note, of course, là je les vois tous mes mangas, c'est pour ça. Switch Girl qui est trop drôle. Ottoman, qui est vraiment bien aussi. Encore une fois, n'hésitez pas à me redemander les titres si vous avez besoin ou d'aller lire les résumés. Tous les mangas de Gutanabe qui a dessiné Lovecraft. Voilà, je les ai presque tous, il m'en manque un d'ailleurs. L'enfant et le maudit, que j'aime beaucoup. En proie au silence, que j'adore. BL Métamorphose récemment. Alors, en ancien manga, il y avait High School Girls. Je pense qu'il faudrait que je le relise parce que j'aurais un regard très différent, je pense, actuellement sur ce manga. Bref, voilà, il y en a plein. Fool's Paradise aussi. Le monde selon Uchu, U-C-H-U, Uchu, en 2 tomes, très bien, très intéressant, très original. Paradise Kiss, évidemment, de Ai Yazawa aussi. Bref, je ne vais pas tout vous lister parce que vraiment, là, j'ai fait 1/10 de tout ce que j'ai lu seulement. Au niveau des romans, je déplore de ne pas en lire assez parce qu'il y a énormément de romans japonais que j'ai envie de lire. Notamment, j'ai envie de continuer. Alors attendez, je suis au rang 2, c'est les Mayandran. Voilà. De continuer les Aki Shimazaki. Alors j'avais lu, je tricote en même temps, j'avais lu Le Poids des Secrets, la saga Le Poids des Secrets, qui est composée de 5 petits romans de 110 pages à peu près, chez Actes Sud. Je vais peut-être vous mettre un petit peu plus comme ça. Voilà. Comme ça, je me pose un peu dans mon fauteuil. Chez Actes Sud, ou Babel, je sais plus. Je crois qu'il est sorti en grand format.
chez Actes Sud et en poche chez Babel peut-être. Bref, vous le trouverez facilement. C'est donc des petits romans, 5 petits romans à chaque fois. Et chaque saga raconte une histoire différente. L'avantage du Poids des secrets, je ne sais pas si c'est pareil pour les autres sagas, je ne pense pas. Mais chaque roman raconte un point de vue d'un personnage. Donc dans le premier, alors j'ai plus les titres en tête, je n'ai plus l'ordre bien sûr. Dans le premier, on va suivre une femme, je sais pas, avec son mari, tout ça, qui découvre quelque chose avec une lettre. Alors c'est très 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 vague ce que je vous dis parce que je l'ai lu il y a un petit moment, il y a 3 ans à peu près. Et elle découvre un peu une histoire sur son passé. Et le tome 2, on va suivre un autre personnage de cette famille, donc un point de vue différent. Et comme ça, pendant les 5 livres. Donc en fait, ce qu'il faut, quand vous lisez Aki Shimazaki, c'est, je pense, les lire à la suite. Comme ça, vous avez l'histoire d'un bloc, une fois que vous avez lu les 5. Et vous découvrez toute la puissance des romans de Aki Shimazaki. Donc j'ai très envie de lire la saga Au cœur du Yamato. Je ne connais pas du tout l'histoire, mais je fais confiance à l'autrice, qui a une très belle plume. Je sais que Angie, j'ai convaincu Angie de lire le tome 1 du Poids des secrets, et elle a bien aimé, et apparemment elle va lire la suite, donc c'est cool. Et moi j'aimerais vraiment beaucoup continuer cette autrice, donc ça c'est Aki Shimazaki. Récemment, j'ai lu Ogawa Ito, puisque vous avez vu passer La République du Bonheur, puisque j'ai lu la papeterie de Tsubaki, j'ai lu Le Restaurant de l'amour retrouvé. C'est une autrice que j'aime beaucoup, qui me surprend, et que je continuerai à lire avec plaisir. Les Dames de Kimoto aussi, que j'ai lu récemment, que j'ai beaucoup aimé. Ah oui, alors il faut qu'on parle de Murakami. Haruki Murakami, me fait peur. Parce que c'est celui qui a écrit 1Q84, dont tout le monde parle, mais le truc fait 1800 pages, je crois. Enfin, c'est 3 tomes énormes. Je n'ai pas envie de le lire. Ah, attendez, je fais quoi? Non, ça va. J'ai pas envie de le lire parce que ça me botte pas. Je voulais lire Kafka sur le rivage parce que c'est le plus connu, blablabla, tout ça, mais il est gros et l'histoire me tente pas. Donc je voulais commencer par des petits. Et il y en a 2 petits qui sont sortis, peut-être même 3. Chez 10-18, une très belle édition illustrée. Il y en a un, c'est Sommeil, et l'autre, c'est Les attaques de la boulangerie. Et j'ai lu les 2 pour me faire une idée un petit peu de la plume de Murakami. Et j'ai bien aimé ce côté un peu décalé, un peu onirique. On ne sait pas trop démêler le vrai du faux, mais c'est pas grave, on se laisse embarquer, et moi ça m'a plu. Donc j'ai lu ces 2 petits-là, et puis après j'en voulais plus. Donc j'ai trouvé un petit qui s'appelle Le Passage de la nuit. Et alors il faut savoir que ce livre, comme certains autres, une petite dizaine, je l'ai lu à la maternité, j'étais hospitalisée, et du coup mes hormones faisaient un petit peu ce qu'elles voulaient. Donc il est probable que si je relis ces bouquins un jour, j'aurai peut-être pas le même regard dessus. Mais en tout cas, Le Passage de la nuit, je l'ai lu début juin, et j'ai trouvé ça génial. Je pense même que j'aurais dû le lire la nuit, pour vraiment être dans cette histoire. Parce qu'on a un côté onirique, à la limite du réel, tout n'est pas expliqué, on croit un peu ce qu'on veut, on prend les informations qu'on veut, c'est des personnages qu'on suit, des choses qui vont se passer pendant la nuit. Et il ne faut pas attendre quelque chose de trop factuel. Et c'est vraiment ce qui m'a plu. Donc c'est ça que c'est ça que je connais de Murakami. Et ça me plaît vraiment beaucoup. Si vous avez des recommandations de ce style, de lecture un peu onirique, on ne sait pas trop démêler le vrai du faux, de Murakami, je suis preneuse. Parce que les titres de Murakami, je sais qu'il y en a beaucoup. Et quand je lis les résumés, ça ne me botte pas. Donc si vous avez des recommandations, je prends. Ensuite, j'ai lu Combini. Combini, génial. Combini, c'est en poche, le titre s'appelle La fille de la supérette. Vous l'avez peut-être remarqué déjà en librairie, tout ça. C'est un tout petit livre qui est sorti en poche chez Folio et qui est sorti chez... en grand format... je sais plus. Bref. C'est l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans un combini. Un combini, c'est les supermarkets, supermarket japonais qui reste ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7, et on trouve tout ce qu'on veut. À manger, des serviettes de toilette, des brosses à dents, du papier, des magazines, tout, absolument tout ce que vous voulez, c'est fait pour, c'est génial, il y en a partout au Japon et c'est trop bien. Et donc elle travaille dans un combini, sauf qu'elle a une trentaine d'années passées, elle n'est pas mariée et elle le vit très bien. Sauf que dans la société japonaise, c'est plutôt mal vu. Et tout le monde cherche à la caser parce que oh, tu sais, l'âge avance, nanana, l'horloge biologique, patati patata. Et elle s'en fiche complètement. Elle bosse dans ce combini, elle est très contente et elle rencontre un jour un homme qui est un petit peu dans le même état d'esprit qu'elle.
Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais ce roman illustre très très bien le décalage de la société japonaise entre tradition et modernité, on peut reprendre ce terme vraiment passe-partout avec lequel on décrit le Japon, mais c'est ça, effectivement, elle a ses idées, mais elle a le poids de cette tradition, de cette société japonaise qui la poursuit, et je vous conseille très très fortement Konbini parce que ça vous donnera une très juste approche de la société japonaise. J'ai adoré ce roman. Je l'ai passé à ma meilleure amie qui l'a adoré, qui a fait des études de japonais aussi, qui s'y connaît et qui a dit que c'était très réaliste. Et un KFB et une maille. Et du coup, voilà, je le conseille un petit peu à tout le monde. Parce qu'en plus il est très court. Je sais que Mag l'a acheté, je sais que Sophie l'a acheté aussi, donc voilà, je pense que je vais convaincre tout Booktube et tout Bookstagram de lire ce bouquin. Il est très très court, hein, il doit faire 100 pages en poche je crois. Et vraiment, si vous voulez une petite idée juste de la société japonaise dans un roman court, n'hésitez pas. Je suis au rang 3 et je fais une maille à l'endroit. Ensuite, je vais vous parler polar avec un auteur japonais qui s'appelle Keigo Higashino, qui a écrit notamment Le dévouement. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, attendez, faut pas que je me trompe. Hop, non, je fais n'importe quoi. Oh là 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 là, comme ça? Non, bah si. Bon, tant pis. Hop, de toute façon, ça se verra pas. Voilà, et voilà. Et là, maille en droit, voilà. Donc, Keigo Higashino a écrit notamment Le dévouement du suspect X, qui, si vous connaissez la bookstagrammeuse et blogueuse Mango and Salt, alias Victoria, qui habite à Amsterdam, vous connaissez probablement son club de lecture si vous êtes là depuis un petit moment. Et dans le club de lecture, on avait lu un jour Le dévouement du suspect X. J'avais découvert Keigo Higashino comme ça, et j'avais adoré le style d'écriture, la précision de l'écriture et l'histoire. C'est l'histoire d'un mathématicien, tout ça, il y a un meurtre et tout. Enfin, honnêtement, je ne me rappelle plus, mais je sais que j'avais adoré. Et j'avais lu presque dans la foulée La maison où je suis mort autrefois, que j'avais aussi adoré. Et c'est un peu en fait la référence du polar japonais, Keigo Higashino. C'est un nom très connu au Japon, et il a sorti récemment, l'an dernier, un livre qui s'appelle Le Nouveau, pareil, sur un inspecteur. Et là, en fait, c'était rigolo parce que on découvrait plein de quartiers du Japon à travers ce polar, et c'était assez juste. Et là, j'ai vu que chez Actes Sud, il en sortait un nouveau. Si j'ai encore la brochure. Attendez, je vais vous trouver ça. Hop, voilà. Alors, il est où? Voilà, Keigo Higashino, Les 7 divinités du bonheur. Je ne sais pas si c'est un nouveau. Donc, il est de 58, donc il n'est pas tout jeune. Keigo Higashino est l'une des figures majeures du roman policier japonais. Son œuvre, composée d'une 60aine de romans et d'une 20aine de recueils de nouvelles, connaît un succès considérable. Plus d'une 20aine de ses ouvrages ont été portés à l'écran, et il a remporté de nombreux prix littéraires, dont le prestigieux prix du meilleur roman international au Festival Polar de Cognac 2010 pour La maison où je suis mort autrefois. Les 7 divinités du bonheur est son 10e roman à paraître dans la collection Actes Noirs. Et ça nous raconte quoi? Aoyagi Takeaki, un homme d'une 50aine d'années, est assassiné au pied de la statue du dragon ailé qui orne le pont de Nihonbashi à Tokyo. Une enquête apparemment simple pour l'enquêteur Kaga. Kaga, c'est celui qui était dans Le Nouveau, je crois. Fraîchement arrivé au commissariat d'un quartier d'affaires prospère de la capitale. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Comment servir la vérité lorsque le suspect numéro 1 s'avère innocent? Et là, en relisant le résumé, j'ai très envie de le demander. Ça va pas du tout. Il fait 304 pages. Mais il se lit vite. Il y a beaucoup de dialogues dans Le Nouveau. Et j'ai vu, quand j'avais reçu Le Nouveau, que c'était un tome 2. Quelqu'un qui m'a dit, ah, c'est le tome 2. Ok, et le tome 1, il n'est pas traduit. Alors, est-ce que c'est le tome 1 qui maintenant est traduit? Le tome 2, donc Le Nouveau peut se lire indépendamment, mais du coup, je me dis peut-être que c'est le tome 1, et ça serait pas plus mal, comme ça, je le demande, je le lis en 2028. Et voilà. Donc, en tout cas, Keigo Higashino, si vous voulez du polar japonais, bien écrit et reconnu, eh bien allez vers Keigo Higashino. Moi je vous recommande Le Suspect X en premier, La maison où je suis mort autrefois aussi, assez dingue, et je le relirai bien. Il y a aussi Café Maison, je crois. Ah, je sais plus. Café Maison peut-être. Et donc voilà, donc ça c'est pour Keigo Higashino, et je crois que j'ai fait le tour des auteurs et autrices japonais que j'ai lus et que j'ai appréciés. Il y a des auteurs français
alors j'ai un doute, je ne sais pas s'il est français, je crois qu'il est japonais quand même, qui ont écrit sur le Japon. Les délices de Tokyo, vous avez sûrement entendu parler des délices de Tokyo, il y a eu un film, c'est un très bon livre, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a quoi? Mon petit chouchou Antoine Doll, qui écrit sur le Japon, qui écrit des mangas et qui a écrit Ueno Park, qui est un recueil de nouvelles avec un lien entre chaque nouvelle, le parc de Ueno Park qui fleurit au printemps, avec des thèmes assez variés sur une jeunesse japonaise complètement désillusionnée. Et c'était un immense coup de cœur. La plume d'Antoine Doll est magnifique, hyper sensible, pleine d'empathie, d'émotion et de... Enfin vraiment, Ueno Park, moi ça a été un bouleversement, un tournant dans ma vie de lectrice. Vraiment, je vous le recommande. C'est de la jeunesse, mais c'est pas si jeunesse que ça. Ensuite, on va avoir un roman que vous avez peut-être vu passer récemment chez Séverine, de Il est bien ce livre, parce que ça a été un énorme coup de cœur pour elle aussi. C'est La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet. Céline Chevet est française, et elle a écrit un roman sur le Japon, avec une histoire pareille, un peu jeunesse, un peu fantastique, un peu onirique, que moi j'avais adoré également, et que Séverine a également adoré. Et c'était quoi ça? Ah oui, Laurence Kukyo, qui a écrit La mémoire sous les vagues, roman japonais aussi que j'ai lu il y a bien 4 ans, dont je ne me rappelle pas, j'avoue, mais que j'avais adoré également. Voilà pour la littérature japonaise. Je continue à lire des romans japonais, peut-être pas assez, mais il faudrait vraiment que je continue. Je continue à lire des mangas aussi, à en emprunter, à en acheter, à découvrir de nouvelles séries, à retomber sur des anciennes séries. Il faut que je continue Death Note, j'ai toujours pas fini. Donc voilà, si vous avez des questions concernant ces romans japonais, cette littérature japonaise, n'hésitez pas. Si vous avez des titres à me conseiller aussi, je suis preneuse. Là, celui qui me tente le plus en ce moment, c'est La boîte noire de... je ne sais plus. C'est une femme qui a été peut-être une des premières à porter plainte au Japon pour harcèlement au travail, quelque chose comme ça, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas m'avancer trop. Mais il me tente énormément, il est très reconnu au Japon. Il a fait visiblement beaucoup de bruit. C'est un peu le MeToo japonais, il me semble. Mais voilà, en tout cas, il me tente beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions et des recommandations. Je suis là pour ça. Je reviens vous parler tout à l'heure. Là, je vais peut-être aller me prendre une douche quand même. Et je reviens vous parler de mes lectures et de ma lecture audio qui est excellente. Petite correction sur Aki Shimazaki. Alors c'est très drôle parce que je suis en train de regarder la vidéo de Maïté, Mademoiselle Lee, qui parle de sa pile à lire d'été et qu'elle a mis d'ailleurs Aki Shimazaki, le premier tome du Poids des secrets, dans sa pile à lire. Et elle parle de Aki Shimazaki. Et en fait, je me dis que non, elle n'est pas japonaise. Enfin, elle est japonaise. Elle est québécoise. Elle est née au Japon. Là, j'ai son Wikipédia. Elle est née au Japon en 54. Et en fait, elle a immigré au Canada en 81 et elle vit à Montréal depuis 91. Donc, elle est d'origine japonaise, mais elle écrit en anglais, en fait. Elle écrit en français. Elle écrit en français. Ses livres sont traduits en anglais, en japonais, en serbe, en russe, en italien, en portugais, en allemand, en hongrois et en espagnol. Voilà, donc Aki Shimazaki, d'origine japonaise, mais qui vit au Québec. Nous sommes toujours vendredi, mais cette fois-ci je suis douchée. Je reviens vous parler un petit peu de lecture. J'ai avancé un petit peu au Omerta, je suis dedans là, je suis en train de le lire. Je suis page 327 et ça se passe toujours aussi bien. Il y a eu quelques révélations qui donnent du rythme un peu plus soutenu au roman, même s'il était déjà assez rythmé. Là, on entre vraiment dans le cœur du sujet. On a passé la moitié, donc on va de révélation en révélation, de magouille en magouille, d'historique, de passé, de tout ça. Avec John, c'est très intéressant, j'accroche vraiment beaucoup. Et hier, j'ai donc commencé Ma Reine de Jean-Baptiste Andréa en audio. J'ai lu la moitié, enfin j'ai écouté la moitié. Et c'est tellement bien, c'est tellement bien. Je n'attendais à rien, j'avais peur de lire Jean-Baptiste Andréa après Des Diables et des Saints. Et quand j'avais eu la chance d'aller voir l'Iconoclaste, Alice m'avait donné celui-là en me disant « Il faut que tu lises, il est génial, Ma Reine, il est top ». J'ai fait d'accord, mais si j'aime pas. Et en fait, j'adore. C'est l'histoire d'un petit garçon. Je ne sais pas si... non, on ne sait pas. On ne sait pas quel âge il a, je pense qu'il est adolescent. Et il travaille dans la... Enfin, il travaille. Il habite dans la station-service de ses parents. On est en 1965, en Provence. Et ça va être un été où il va rencontrer Viviane. Et c'est ça, hein, c'est Viviane, je crois. Oh, c'est pas écrit. Mais je crois que c'est ça, Viviane, voilà. Il va rencontrer Viviane, qui est une jeune fille un peu étrange, un peu comme lui. Il est différent. Mais pas différent, il est différent Forrest Gump, vous voyez, je vous en ai parlé hier, mais
c'est ça et c'est hyper intéressant, surtout dans la manière dont c'est écrit à la première personne. Et c'est tellement beau, il y a des passages, oh là là, j'étais dans ma voiture, j'ai fait, oh, qu'est-ce que c'est beau, il faut que je vous le retrouve, il faut que je mette des post-it absolument. Il dit à un moment qu'il aimait bien le savon de sa mère parce que ça avait une odeur de ciel bleu. Voilà, ça me fait penser à du Gilles Marchand en fait, au niveau poésie, de l'écriture, poésie et tout. C'est Viviane qui m'a réveillée, nanana. Et quand il découvre cette jeune fille, je sais pas si je vais retrouver. Ah zut. Il a une façon de la décrire, mais géniale. Est-ce que je vais retrouver? Elle avait une drôle de voix rauque, une voix de femme qui n'allait pas avec son corps de fille. Elle était très mince, tellement qu'elle avait l'air de pouvoir se glisser entre deux rafales de vent sans déranger personne. C'est trop beau! Glisser entre deux rafales de vent sans déranger personne. C'est tellement beau! Ah, j'adore ces émotions. J'adore ces émotions, ces écritures émotives. Je trouve que c'est hyper sensible et ça me parle tellement au niveau des mots choisis, c'est génial. Voilà, donc je suis totalement folle de cette écriture et je pense que je vais continuer à lire Jean-Baptiste André, hein, en fait. donc voilà, il va découvrir Viviane, il se fait appeler Shell parce qu'en fait il a un blouson Shell de la marque Shell d'essence de ses parents et il va découvrir Viviane le temps de cet été et il nous raconte un petit peu cet été. Et c'est trop bien, je lis le résumé maintenant mais... Voilà, c'est sa reine en fait, c'est sa reine et il va lui obéir et c'est trop bien, voilà. Donc je pense que je vais le finir sur le trajet aujourd'hui, il m'aura fait 2 fois je pense, mais c'est tellement bien. Il faut que je le reprenne un petit peu et que je mette des post-it, absolument, absolument. J'ai regretté de ne pas avoir pris le bouquin hier soir en allant bosser parce que si je l'avais eu à côté de moi dans les bouchons, j'aurais post-ité le bouquin je crois au fur et à mesure. Mais en tout cas c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà, je n'ai rien dans la boîte aux lettres et je vais conclure ce vlog maintenant parce que demain c'est un week-end très très chargé. Professionnellement parce que spectacle et personnellement parce que ça me rempoche. Donc comme ça vous avez le vlog de cette semaine là aujourd'hui et je vais faire un vlog spécial ça me rempoche. Demain matin j'y suis, n'hésitez pas à me faire un coucou si vous venez aussi, dimanche j'y suis toute la journée. Et voilà, ça me fera très plaisir de vous voir, de vous rencontrer, de discuter un petit peu avec vous, même si je ne vous remets pas vraiment, je le dirai aussi sur Instagram. Je suis physionomiste, mais si je n'ai jamais vu le visage des personnes, je ne peux pas les connaître. Et j'ai un peu de mal des fois avec les pseudos, parce qu'on me parle en disant « oui, je suis machin truc ». Oui, d'accord, mais voilà, désolée en fait. Peut-être on se connaît, on a peut-être échangé, mais c'est vrai que là, je parle avec beaucoup de monde, donc je ne sais pas. Mais n'hésitez pas à me faire un coucou, ça me fera très plaisir. Et je vous vlog donc ça me rempoche le samedi matin et le dimanche toute la journée. Et le débrief du lundi, comme ça le vlog arrivera probablement le lundi dans la journée et ça vous fera une petite vidéo de plus. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu, que je vous ai donné envie de lire plein de choses. Et notamment des romans japonais. Et j'ai très envie d'en acheter. J'ai envie d'aller acheter du Aki Shimazaki là chez mon libraire. Mais non. Et oui, je vais tenter, après ça me rempoche, un no-buy estival. J'aimerais bien jusqu'au 1er septembre. J'adorerais jusqu'au Festival Américain le 22 septembre. Si je réussis à faire un no-buy du 26 juin au 22 septembre, je m'achète un t-shirt la reine du no-buy. parce que bon, c'est la période estivale. Je pars 2 fois. Je peux me passer d'aller en librairie. Clairement, c'est sûr. Je sais qu'il va y avoir des nouveautés, je sais que la rentrée littéraire va arriver, et en plus je sais que je vais recevoir de la rentrée littéraire. Donc là j'ai 3 l'Iconoclaste, j'en ai potentiellement un 4e qui va arriver. Donc voilà, le mieux ça serait que j'évite vraiment d'en acheter de mon côté parce que je veux en recevoir. Il y en a peut-être que je ne mettrai pas dans la palle, il y en a peut-être que je vais lire tout de suite, mais ça serait bien que je limite vraiment. Et faire un no-buy cet été, ça serait trop classe. Parce que j'ai à lire, j'ai toute une pile à lire, estivale d'été, à lire plutôt. J'ai emprunté, là je les vois, des mangas et des BD à la médiathèque, il faut que je lise. J'ai plein de trucs à faire, il faut que je bosse aussi. Et donc, un no-buy estival s'impose, en fait. Voilà. Donc, je sais que toi qui me regardes, tu n'y crois pas. Tu crois peut-être que, ah ouais, en juillet, puis en août, clac, clac, clac. Et ben non, je vais essayer de tenir jusqu'en septembre. Ça serait trop beau que je tienne jusqu'au Festival Américain, en sachant que je veux acheter
que le dernier arbre. C'est ça le titre? De Michael Christie, chez Albin Michel. Je veux l'acheter. Parce que j'ai vu Marinette qui en parle très très bien. Marine, pardon, de Toinette et Lisette, qui en parlait super bien. Donc je vais l'acheter, ça c'est clair. Et puis probablement d'autres trucs. Donc si je fais très attention cet été et que je lis, allez, une grosse partie de ma palle d'été, à savoir, j'ai 14 livres dans ma palle d'été, si j'en lis 8-9, et ben ça fait toujours 8-9 en moins, en sachant que je vais en recevoir. Donc au final, j'aurais pas beaucoup bougé ma palle, mais je l'aurais pas empiré, parce qu'il y a aussi 5 morts, là. Et concrètement, pour l'instant, j'en achète 5 ou 6. Donc je vais vraiment faire un no-buy estival, je crois. Voilà, écoutez, à bientôt. Bonne journée. Et puis à bientôt à Saint-Maur.